Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, conseillers municipaux, mesdames et messieurs de l'administration, chère Villefranchoise, chers Villefranchois, nous allons donc démarrer cette séance du conseil municipal. Nous sommes le lundi 10 octobre 2022, il est 18h02. Merci à toutes et à tous de votre présence. Maître André Bézina me donne procuration. Madame Catherine Baraja, Monsieur Jean-Louis Baucher, Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Jean-Louis Zambernardi, Madame Maître Juliana Chichmanian, Monsieur Robert Bojanovic, Madame Monica Logier, Monsieur Charlie Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amédéo-Pasqui, Madame Claudie Cockloff est absente excusée, Madame Nicole Piedfort, Monsieur José Cosentino, Madame Patricia Bonifaci, Madame Patricia Degus, Monsieur Robert Capelier donne procuration à Madame Nicole Piedfort, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud, Madame Maître Eva Scolari donne procuration à Madame Patricia Degus, Madame Caroline Beuil, Monsieur Xavier Lagache donne procuration à Madame Gisèle Marchessou, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux, Maître Alain Curti, il arrive très bien, et Monsieur Franck Marza. Avant de démarrer cette séance du conseil municipal, je voudrais remercier pour sa présence Richard Comte. Je voudrais te dire, Richard, que nous avons été extrêmement touchés par la délicatesse de la cérémonie d'obsèques de ton fils, par votre force collective devant l'épreuve et aussi extrêmement ému par les personnalités de ton fils qui a été révélée ce jour-là. Et je voudrais vous demander, mes chers collègues, de vous lever pour respecter une minute de silence. Voilà, merci beaucoup. Nous désignons donc comme secrétaire de séance, en l'absence d'Eva Scolari, Monsieur Johan Guigaud. Je vous demande, mes chers collègues, d'adopter le procès-verbal du 4 juillet 2022. S'il n'y a pas de questions ou de modifications, dans ce cas, nous allons pouvoir démarrer les délibérations à l'ordre du jour, en commençant par le 104e congrès des maires à Paris et la prise en charge de frais de déplacement de 2 élus. Mes chers collègues, le 104e conseil des maires se tiendra à Paris du 21 au 24 novembre 2022. Ce conseil se déroule au Parc des Expositions, porte de Versailles, et aura pour thème « Pouvoir agir ». Madame Catherine Baraja, adjointe aux affaires sociales, et Madame Joëlle Bravetti, adjointe aux affaires scolaires, souhaitent y participer. L'article L. 2123-18 du CGCT stipule que les fonctions de maire, d'adjoint et de conseil municipaux donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Je vous demande donc de bien vouloir accepter la participation de ces élus au 104e congrès des maires, d'accepter la prise en charge des frais occasionnés par ce déplacement selon les modalités suivantes: frais de séjour, remboursement forfaitaire, nuitée 110 €, indemnité de repas 17,50 €, frais de transport, remboursement sur présentation d'un état de frais et des factures acquittées précisant la destination et les dates de départ ou de retour. Le montant de la dépense sera imputé au budget 2022. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions particulières ? Bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous n'avons pas pris de délibération générale
concernant les frais de déplacement des élus et que cette absence de délibération générale est volontaire de notre part. Nous ne souhaitons pas que, ou plutôt nous souhaitons pouvoir exposer à chaque demande de déplacement, pouvoir demander l'avis du conseil municipal afin d'avoir la plus grande transparence possible sur les frais qui sont pris en charge pour les élus. Nous passons donc au point numéro 2 à l'ordre du jour. Il s'agit de l'approbation de la convention territoriale globale de services aux familles avec la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, et c'est Madame Baraja qui va soutenir cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. La convention territoriale globale et les nouvelles modalités de financement qui s'y rattachent remplacent depuis le 1er janvier 2022 le contrat enfance-jeunesse conclu sous l'égide du CIVOM de Villefranche et qui a pris fin le 31 décembre 2021. Le CTG s'inscrit dans une démarche partenariale mise en place au niveau national visant à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en place pour les habitants d'un territoire. Le périmètre retenu du CTG concerne les communes de Beaulieu-sur-Mer, Èze, Cap-d'Aille, Saint-Jean-Cap-Ferrat, La Turbie, Villefranche et le CIVOM de Villefranche. Le CTG est une convention de partenariat pluriannuelle, 4 ans, dont la démarche vise à élaborer un projet social de territoire en fonction d'un diagnostic partagé avec l'ensemble des collectivités partenaires et de priorités d'action définies de manière concertée sur différents champs d'intervention. Petite enfance, jeunesse, parentalité, cadre de vie, accès aux droits, logement, animation de la vie sociale, handicap. La convention qui était jointe en annexe de votre ordre du jour s'appuie sur un diagnostic partagé avec l'ensemble des partenaires concernés, communes, CIVOM, CAF, pour définir les priorités et les moyens mobilisés pour atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés. Ceux-ci sont déclinés dans la convention sous forme d'un plan d'action et de fiches d'action sur les thématiques partagées que sont la petite enfance 0 à 3 ans, l'enfance et la jeunesse 3 à 11 ans, jeunes 12 à 25 ans et l'accès aux droits. Concernant le soutien financier apporté par la CAF, le CTG garantit à l'échelle du territoire de compétences concernées un maintien des financements précédemment versés dans le cadre des CEJ, référence l'année 2021. Ce financement sera versé directement aux gestionnaires des équipements au travers de conventions d'objectifs et de financement qui intégreront, outre les prestations de services de base, un financement bonifié, bonus territoire CTG. Je vous demande de bien vouloir approuver la Convention territoriale globale de services aux familles établie pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention avec la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes. Y a-t-il des questions ? Non. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bien, merci beaucoup Madame Baraja. Nous continuons avec le point numéro 3. Il s'agit d'affaires scolaires et d'une convention avec Cefoliac à l'immeuble du Sacré-Cœur. Madame Bravetti, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La ville encourage le développement d'actions à caractère culturel et éducatif. Dans ce cadre, Madame Stéphanie Brand, docteure en sciences du langage et didactique des langues étrangères, directrice et formatrice de FLE et d'allemand chez l'organisme Cefoliac, centre de formation linguistique actionnel sur la Côte d'Azur, ayant son siège social à Beaulieu-sur-Mer, propose la programmation de cours d'anglais pour enfants qui pourrait se dérouler les mardis de 17h à 19h dans la salle de réunion du Sacré-Cœur. Compte tenu de l'intérêt que pourrait représenter cette activité pour les Villefranchois, je vous propose d'adopter le projet de convention de mise à disposition des locaux à l'organisme Cefoliac, dont le projet était joint en annexe de votre ordre du jour, de fixer le montant de la redevance d'occupation à 240 € par trimestre et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Est-ce que vous avez des questions ? Bien, nous passons au vote. Qui est contre ?
Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bravetti. Le point numéro 4, il s'agit des travaux de la citadelle et en particulier du bastion de la Turbie. Monsieur Zambernardi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, par délibération du 29 octobre 2014, le conseil municipal a validé le lancement d'une consultation pour une mission de maîtrise d'œuvre pour l'exécution de la première phase issue du programme global de restauration de la citadelle, définie dans le diagnostic établi par M. Michel Trubert, architecte des monuments historiques. Lors de la séance du 1er juillet 2015, le conseil municipal a adopté le programme de restauration de la citadelle et le plan de financement des études et des travaux. Le conseil municipal a, par délibération du 28 juin 2017, autorisé M. le maire à attribuer le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de la citadelle Saint-Elme au groupement d'entreprises Trubert Faragou Saboureau Ingénierie pour un montant de 599 400 € hors taxes. Une première phase de travaux est aujourd'hui en cours d'achèvement pour la restauration du bastion de la Darse et du Mont-Alban. Une nouvelle tranche de travaux a débuté en décembre 2021 concernant la restauration du bastion de la Turbie. Ces travaux se décomposent en une tranche ferme d'un montant de 1 67 611 € hors taxes et une tranche optionnelle d'un montant de 642 696 € hors taxes. En accord avec les services de la Direction régionale des affaires culturelles, la commune souhaite entreprendre les travaux de restauration et de mise en sécurité de la tranche optionnelle du bastion de la Turbie, dont le montant des travaux s'élève à 642 696 € hors taxes. Dans cette perspective, je vous propose d'adopter le plan de financement correspondant. Subvention de la DRAC, 40%, soit 257 068 €. Subvention du conseil régional PACA, 15%, soit 96 404 €. Autofinancement, 289 214 €. De solliciter les subventions correspondantes auprès de la DRAC et de la région PACA. D'autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités relatives à ce dossier et au dépôt des demandes de subvention. Y a-t-il des questions? Madame Beuil, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, juste une petite question. Donc, a priori, pour la nouvelle phase tranche optionnelle des travaux, l'autofinancement sera de l'ordre de 300 000 €. Nous aurions aimé savoir juste si vous auriez recours, si la commune aura recours à un prêt ou pas pour l'autofinancier, tout simplement. Eh bien, nous avons au point numéro 7 à l'ordre du jour la souscription d'un emprunt sur le budget principal. Donc, vous savez que les emprunts ne peuvent être contractés que pour l'investissement. Donc, nous verrons bien comment nous répartirons cet emprunt de 1 million d'euros. D'autres questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zambernardi. Les travaux avancent bien. Nous avons pu commencer à faire visiter la citadelle lors des Journées du patrimoine qui avaient lieu le week-end du 18 et 19 septembre. Nous passons au point numéro 7. Il s'agit de la fin d'un contentieux, Maître Chichmanian, entre la commune et Pierre et Vacances. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. La société PV Holding, anciennement dénommée Pierre et Vacances Résidences et Resort France, exploite une résidence de tourisme dénommée l'Ange Gardien. Cette société se trouvait redevable de la taxe de séjour dont les tarifs avaient été fixés par délibération du conseil municipal du 2 décembre 2012. Donc, juste une aparté, l'affaire était née avant la première mandature du professeur Trojani, maire de Villefranche. Et donc, nous avons fait au mieux. Et nous allons donc vous proposer un protocole d'accord qui est, semble-t-il, intéressant pour la ville. La commune a, conformément à la réglementation en vigueur à l'époque, sollicité du professionnel de tourisme le paiement d'une taxe de séjour
pour l'année 2013 de 52 099 € et pour l'année 2014, une somme identique. La société Pierre et Vacances, considérant que la résidence ne relevait pas des résidences de tourisme classées 3 étoiles, ce qui était l'opinion de la commune, n'a réglé qu'une partie des sommes réclamées, estimant que ce tarif relevait, que le tarif applicable était celui des hôtels de tourisme classés sans étoiles et meublés de 4e catégorie. Elle a donc assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Nice le 10 juillet 2019 afin de voir reconnaître sa position sur le classement de la résidence de tourisme, aussi pour demander le dégrèvement de la somme que la trésorerie avait mis à la charge de Pierre et Vacances, c'est-à-dire 77 378 €. Et par jugement du 30 mars 2021, le TGI de Nice a fait droit à la demande de Pierre et Vacances en reconnaissant que la taxe de séjour due au titre des années 2013 et 2014 doit être liquidée sur la base du tarif applicable aux hôtels de tourisme classés sans étoiles meublés de 4e catégorie. Et dit que la taxe de séjour due par Pierre et Vacances est de 26 049,26 € et ordonné le dégrèvement de la somme totale de 77 000, condamnant ainsi la ville au remboursement de cette somme. Donc, la commune a été condamnée à rembourser la somme de 76 967,05 €, outre un article 700. La commune a interjeté appel de cette décision. L'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel, mais entre-temps, comme il est d'usage de le dire, les parties se sont rapprochées et ont discuté de l'opportunité d'une transaction qui est donc incontestablement des concessions réciproques. Et nous avons donc établi que la ville devrait payer la somme de 55 000 au titre notamment du principal des intérêts de l'article 700, et chacune des parties renonce au surplus de leur demande. Il vous a été adressé l'annexe numéro 3 qui correspond à ce protocole transactionnel, et je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cet acte et accomplir les formalités qui y sont liées. Y a-t-il des questions? Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Point numéro 6, toujours les finances, des régularisations de comptes du fait d'erreurs sur les exercices antérieurs. Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. Je vais un peu résumer parce que c'est un peu étouffant comme délibération. C'est en fait la trésorerie qui s'aperçoit que depuis 2003, entre 2003 et 2021, un certain nombre d'erreurs comptables ont été commises par elle. Et ces erreurs n'affectent en rien notre budget, mais la trésorerie ne peut pas passer outre et procéder à la correction de ces erreurs sans avoir l'aval du conseil municipal. Alors, cette correction d'erreurs sur les exercices antérieurs doit être neutre sur l'exercice, sur le résultat de l'exercice, qui est le cas. Et pour assurer la neutralité de ces corrections, il est désormais obligatoire de corriger les erreurs sur ces exercices antérieurs par opération d'ordre non budgétaire, par le biais du compte 1068. Donc, comme je vous l'ai dit, ces opérations sont neutres budgétairement, n'auront aucun impact sur le résultat de fonctionnement et d'investissement du budget de la collectivité. Donc, les recherches sur les périodes 2003 et 2021 faites par la trésorerie n'ont donné aucun résultat probant, rendant donc impossible toute régularisation. Ces opérations, d'ailleurs, contribuent à l'amélioration de l'indice de qualité comptable de la commune. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser le comptable public à mouvementer les comptes de la commune de Villefranche-sur-Mer par opération d'ordre non budgétaire afin de régulariser les comptes qui suivent et qui sont indiqués dans la délibération. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je ne procéderai pas à la lecture de ces chiffres. N'est-ce pas, Madame Beuil? Merci.
Donc tout le monde a lu la délibération. Je vous demande donc, si vous êtes d'accord, de bien vouloir autoriser le comptable public à ces corrections. Y a-t-il des questions? Non, Madame Beuil n'a pas de questions. Si. Je vais tout simplement expliquer notre décision. Dans un souci de cohérence, nous nous sommes abstenus pour tout ce qui était affaire de budget. Donc nous ferons de même ce soir. Bien. Qui vote contre? Donc vous vous abstenez. Qui vote pour? Merci beaucoup, Maître Chichmanian. Nous passons donc au point suivant. Il s'agit du point numéro 8. Budget principal de la commune, affectation des équipements de la SMEL au service public des mouillages de Villefranche et fixation... C'est pas grave. Pardon. Le point numéro 7, excusez-moi. La souscription d'un emprunt sur le budget principal d'1 million d'euros. Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. Afin de faire face aux investissements liés à la restructuration et réhabilitation du gymnase communal, il apparaît nécessaire pour la commune de recourir à un emprunt. L'inscription d'un emprunt figurait déjà sur, bien sûr, le budget primitif 2022 adopté par la délibération du conseil municipal du 4 avril 2022. Et à cette occasion, je rappelle que nous avions envisagé d'emprunter la somme de 2 800 000 euros, mais parfois on l'emprunte, parfois on n'emprunte pas, suivant les besoins que nous avons eus. Donc le montant de l'emprunt est fixé à 1 million d'euros. Il a été procédé à la consultation de différents organismes bancaires, notamment la Caisse d'épargne, le Crédit agricole et la Caisse des dépôts et consignations. Et si nous vous proposons de retenir le prêt du Crédit agricole, c'est évidemment parce que c'est le plus favorable et c'est surtout un prêt qui est fait à un taux fixe, alors que les autres organismes avaient des taux variables et on ne peut pas se permettre, pour la sécurité des transactions financières, d'accepter, enfin de prendre un emprunt variable, par exemple sur, comme nous l'a proposé la Caisse d'épargne, sur le taux du livret A qui peut monter de 50, de 100, de moins. Donc nous vous proposons d'accepter l'offre la plus avantageuse de financement du Crédit agricole, dont les caractéristiques sont: montant du prêt 1 million d'euros, durée 15 ans, taux fixe 2,5, périodicité annuelle, échéance septembre-octobre, frais de dossier 1 500 euros. À ce stade, juste pour vous informer, le capital restant dû de nos emprunts au 31 janvier 2022 est de 6 135 236,51, alors qu'il était en 2016 de 10 067 803,03 €, juste pour dire que nous tenons toujours à désendetter la ville. Et notre capacité de désendettement fin 2021 est de 2 ans et 3 mois. Y a-t-il des questions? Maître Curti, vous avez la parole. Il suffit que Madame Beuil vous passe le micro. Oui, merci Monsieur le maire. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon arrivée en retard, mais j'ai été coincé par les embouteillages liés à l'absence de carburant sur les stations sur ma route. Une question. Tout à l'heure, vous nous avez indiqué au point 4 que l'emprunt d'1 million pourrait servir à financer les travaux de restructuration de la citadelle. Or, sur le point 7, objet du vote, l'emprunt n'est envisagé que pour la restructuration du gymnase. La question, c'est: y a-t-il possibilité, à partir du moment où l'emprunt est souscrit, de l'affecter à d'autres types de travaux que ceux qui sont visés dans l'objet de l'emprunt? C'est possible. Voilà, donc l'utilisation de cet emprunt pourra venir compléter les travaux de la citadelle. C'est possible à partir du moment où ce sont des frais d'investissement et où ce n'est pas pour le fonctionnement, c'est possible. Donc peu importe le titre là qui est figuré sur le... D'accord. Non, pas peu importe, mais disons que nous avons bâti un budget primitif avec la possibilité de réaliser 2,8 millions d'euros d'emprunt sur l'année 2022. Il s'avère que, compte tenu de l'état des finances de la commune, nous n'aurons besoin cette année que d'un emprunt d'1 million. Donc je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être mis en avant. C'est-à-dire qu'on a fait un budget prudent
Et finalement, la bonne santé financière de la commune nous permet d'emprunter beaucoup moins que ce que nous avons envisagé au mois de mars. Donc les travaux de la citadelle sont dedans, là, si j'ai bien compris. Comment ? Les travaux de la citadelle dont on a parlé, les fonds propres de 298 000 Ouais. euros sont inclus dans cet emprunt. Ça veut dire que notre capacité d'autofinancement est suffisante pour absorber une grande partie de l'investissement que nous avons prévu cette année et qu'il en manque un peu pour le gymnase. Voilà, Merci. je vous en prie. On a voté? On n'a pas voté. Non, on n'a pas voté, Juliana. Nous allons voter. Qui Allons-y. vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Alors, vous vous êtes abstenu sur le budget, mais là, vous avez voté pour l'emprunt, hein, c'est bien ça? Oui. Je ne veux pas vous embêter, hein, mais je vous remercie de votre confiance. Bien, nous passons au point suivant donc, que j'avais anticipé, c'est la SMEL. Oui. Maître Chichmanian, c'est de nouveau Oui. à vous. Le budget annexe les mouillages de Villefranche-sur-Mer a été créé par délibération du 8 février 2022 et la gestion de la SMEL a été confiée au service public des mouillages de Villefranche-sur-Mer. En conséquence, il convient d'affecter au nouveau service public les immobilisations et subventions comptabilisées sur le budget principal et relatives à cette activité. Le transfert de l'actif du budget principal vers le budget annexe les mouillages de Villefranche est une opération d'ordre non budgétaire qui donne lieu aux écritures suivantes. S'ensuivent sur le budget principal de la commune le détail des débits des comptes qui concernent les installations, le matériel, l'outillage, je ne lis pas les chiffres, et sur le budget annexe de la SMEL, il en est de même. Donc, on en revient au tableau qui se trouve à la fin et qui est plus explicite. Pour ce qui concerne les immobilisations, le premier point, 85 434,54, et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le deuxième point, c'est une maîtrise d'œuvre, sécurité et protection de la santé pour 2 580 euros. Et le dernier point, SMEL, installation technique et outillage, ce sont les travaux pour 785 777,17, donc au total 873 791,71. Pour ce qui concerne les subventions, la première de 78 000 euros est un fonds de concours et la deuxième de 109 503,45, c'est la subvention de la région PACA. Les amortissements seront imputés aux articles 68.11 et 28 158 en dépenses et 13 915 et 777 en recettes sur une durée de 10 ans sur le budget annexe des mouillages de Villefranche-sur-Mer. Je vous demande donc de décider que les crédits correspondant aux amortissements seront inscrits au budget annexe chaque année et d'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces nécessaires à la réalisation de cette affectation. Y a-t-il des questions? Madame Beuil. À la lecture des documents fournis, nous avons quelques interpellations. Premièrement, sauf erreur, la délibération de ce soir donc, nous demande au Conseil de voter le principe d'un vote annuel pendant 10 ans relatif au montant des dépenses d'amortissement. Nous sommes bien d'accord? Oui. Sans connaître le montant explicite de ces amortissements. Bon, il y a des domaines où on amortit sur 5 ans, 10 ans. Je ne suis pas venue avec la nomenclature, mais il s'agit de travaux, d'outillage. Je ne peux pas vous donner les détails comme ça au pied levé. Mais 10 ans me semble le temps applicable pour ces travaux. Mais sans montant et sans tableau d'amortissement. Pardon? Nous n'avons pas de tableau d'amortissement dans les documents. Pas maintenant, mais vous l'aurez lorsqu'on votera le budget ou quand on vous donnera tous les détails du budget de la SMEL et des débats afférents à ce budget. Très bien. Cependant, ce qui nous interpelle un petit peu, c'est que l'amortissement prévu dans le budget du mois d'avril 2022 a été voté avec un montant annuel de 36 000 euros d'amortissement, ce qui correspondait bien approximativement à une période d'amortissement avoisinant les 30 ans.
Donc, ça nous pose question, comment est-il possible de maintenir ces frais d'amortissement en passant d'une période de 30 ans à 10 ans? N'allons-nous pas accroître le montant global et donc le déficit annuel? Écoutez, moi je ne suis pas en mesure de vous répondre. Il y a certains amortissements qui sont de 30 ans, d'autres de 20 ans, d'autres de 10 ans. Alors peut-être que je vous répondrai la prochaine fois ou que le service peut Juliana, répondre. Est-ce que monsieur le responsable des finances de la mairie veut bien apporter une réponse à madame Beuil? Monsieur Comte, vous voulez venir s'il vous plaît? Venez. Tout le monde connaît Thierry Comte, hein, qui est responsable des comptes de la commune. Ça ne s'invente pas, hein, mais c'est bien vrai. Monsieur Comte est responsable des comptes de la commune et je me félicite que depuis qu'il est ici, depuis combien d'années Thierry? 3 ans. 3 ans. Nos résultats se sont très nettement améliorés, en particulier la note qu'on obtient chaque année, mais aussi la diminution de la dette, puisque nous sommes capables de rembourser notre dette sur 2,3 ans désormais, alors qu'il y a quelques années, on était à 12 ans. Est-ce que vous voulez apporter une réponse à Madame Beuil, s'il vous plaît? Oui, messieurs, dames, bonjour. Juste pour vous expliquer, le budget a été fait à un moment donné où effectivement on a parlé de la... Ah pardon, excusez-moi. Les 36 000 euros qu'on a mis dans le budget, c'était quelque chose qui était un peu prévisionnel et donc forcément pas très juste par définition. Maintenant, nous sommes à la transmission de l'actif, de la SMEL, donc que nous avons particulièrement réalisé, qui coûte 873 000 euros et quelque chose, et qui sera amorti sur 10 ans. Ces chiffres-là, nous ne les avions pas au budget. Donc nous avons fait un budget comme il nous semblait être. En ce qui concerne la SMEL en particulier, les amortissements sont au prorata temporis. C'est-à-dire que les amortissements commenceront au jour où nous allons le jour de cette délibération, donc, par exemple. Et donc, nous allons amortir les 10 ans, mais pour 2 mois. Donc, pas pour 10 ans, mais pour 2 mois. Donc, ça va faire largement, ça va couvrir le nécessaire. Il faudra ajouter à cette transmission, à cet amortissement de transmission de 2 mois, quelques objets que nous avons achetés en investissement, et c'est tout. Donc les 36 000 euros suffiront amplement. Vous avez un chiffre précis du coût annuel? Non, mais c'est l'amortissement annuel, c'est 10 fois, puisque c'est 10 ans, c'est 800 000 divisé par 873 000 divisé par 10. Oui, donc ça reviendra beaucoup plus cher annuellement à ce qu'on avait prévu. Ça reviendra un peu plus cher. Mais pas un peu. On passe presque de 36 000 à 90 000. Oui. Nous ferons une DM, au prochain conseil municipal, nous ferons une DM et pour le budget principal et pour le budget annexe du stationnement, tout ça pour des raisons très différentes, sur des sujets très courts, sur 1 ou 2 thèmes, donc on pourra discuter à ce moment-là. D'accord, merci. Il y aura des DM. Merci Thierry. J'avais une deuxième interpellation. Alors là, par contre, c'est concernant les tableaux que vous nous avez fournis dans la note de synthèse. Nous lisons installation technique et outillage. 785 777,17 TTC. Or, là aussi, lors du conseil municipal en date du 14 mars 2022, on nous annonçait 787 000 hors taxes. Dans le Nice Matin du 29 novembre 2021, c'était 776 000.
Et il y avait un autre chiffre annoncé dans le Nice Matin de 2022 qui, lui, était à peu près à 800 000 €. Donc, tous ces chiffres sont bien différents les uns des autres. Mais ceci étant, ce qui nous a le plus interpellés, c'est au sujet des subventions. Quand nous regardons le fonds de concours de la métropole de la NCA de 78 000 € était plus ou moins annoncé, puisque vous nous aviez parlé de 78 000 € hors taxes. Quant à la subvention de la région, aujourd'hui, il est à 109 503,45 €, alors que vous nous aviez annoncé approximativement 200 000 €. Donc déjà, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'il s'est passé pour que nous n'ayons pas le... Rien, il ne s'est rien passé. La subvention va être de 200 000 €. Peut-être que toute la subvention n'a pas été versée, mais la subvention obtenue est de 200 000 €. Et la subvention de la métropole, de mémoire, est d'environ 80 000 €. Et concernant la fondation Albert II de Monaco, elle n'apparaît pas. Ça a déjà été versé il y a presque 2 ans et elle est de 50 000 €. Donc nous avons bien 330 000 € de subventions de mémoire. Hein, voilà. Très bien, ok. Merci. Je vous en prie. Juliana, juste avant qu'on procède au vote, je voulais vous faire un petit point sur cette SMEL, un point des dépenses et des recettes. Hein, parce que il y a des gens qui parlent de la SMEL. Et leurs pensées, leurs paroles sont un peu nébuleuses. J'ai du mal à comprendre, vous voyez. Alors, je fais des efforts, mais j'ai quand même vachement de mal à comprendre. Comment on peut être pour la préservation de la rade et contre la SMEL après avoir été pour la SMEL. C'est compliqué pour moi de comprendre comment intellectuellement autant de revirements est possible. Il y a même des gens qui écrivent au préfet maritime, vous voyez. Des courriers auxquels, à mon avis, il n'est pas nécessaire de répondre. Mais pour être factuel, nous avons ouvert la SMEL le 15 juin, donc elle fonctionne depuis 3 mois et demi. À ce jour, nous avons eu très exactement 52 357 € de dépenses. Vous êtes conseillers municipaux, vous avez accès à ces documents. Si vous souhaitez les consulter, vous pouvez venir en mairie pour consulter les documents. Vous êtes tenus à la confidentialité des élus et vous avez toute notre confiance pour consulter ces documents. Vous ne pouvez pas, par contre, les emporter à la maison et les faire consulter à des gens qui ne sont pas élus, vous voyez, qui après écrivent des courriers au préfet maritime, par exemple. Donc ça, c'est les dépenses. 52 357 €. Les recettes. Les recettes, nous avons vendu 1368 nuitées à ce jour. Nous avons beaucoup de nuitées de passage. Pardon, nous avons vendu 1368 nuitées sur les abonnements annuels. C'est-à-dire que nous avons 16 navires qui sont abonnés à la SMEL à l'année. 16 contrats. Et nous avons également vendu 124 nuitées d'un jour, 18 nuitées de 2 jours, 24 nuitées de 3 jours, 28 nuitées de 4 jours, 46 nuitées de 5 jours, 61 nuitées de 15 jours et 316 nuitées au mois. Pour un total de 1985 nuitées depuis 3 mois et demi, soit 496 nuitées par mois, soit un taux d'occupation, et c'est là que je voulais en venir, de 32%, et une recette en 3 mois et demi de 31 020 €. En règle générale, lors de leur ouverture, le taux de remplissage des SMEL est de 17% en moyenne. À Villefranche, nous sommes à 32%. Essentiellement pour des navires de 10 à 12 mètres. La plupart du temps, ce sont des navires de 10 à 12 mètres
qui viennent mouiller dans la semelle. Donc à ce jour, je vous annonce que le déficit de la semelle est de 20 000 € pour un taux d'occupation pour 3 mois et demi et pour un taux d'occupation de 32% pour les 3 premiers mois de fonctionnement, taux d'occupation qui est 2 fois supérieur à la moyenne des semelles. Voilà, je ne suis pas trop inquiet. J'observe aussi que quand vous n'êtes pas mouillé dans la semelle et que vous avez un bateau, vous échouez encore. Il y a un voilier, un deux-mâts, un joli voilier qui a décidé de mouiller vers Espalmador. Parce qu'il y a encore des voiliers au mouillage illégal dans la rade. Il y en a encore, il y en a 5. Ils sont là-bas, vers Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et il y en a un 6e, un bateau. Il est là, vous savez à qui il est ce bateau? Toujours le même. Et donc quand vous avez un voilier à Espalmador et que vous avez un coup de mer, le voilier, il va s'échouer sur la pointe des 2 rubes. Donc j'ai bien sûr écrit au préfet maritime à ce sujet. Vous savez que nous avons le pouvoir de police, la commune, à l'intérieur de la semelle et que nous n'avons pas le pouvoir de police à l'extérieur de la semelle. La semelle ne fait pas toute la rade. Donc j'encourage vraiment, par parenthèse, si vous allez sur les 5 bateaux qui sont là-bas à Espalmador, il n'y a pas un propriétaire sur le bateau. Donc il y a une petite colonie de bateaux en train d'essayer de recréer une zone de mouillage illégale là-bas. Vous l'avez observé. Et moi, je vous dis que les bateaux ils vont s'échouer là-bas maintenant. Parce que le problème est réglé à Rochambeau, il est réglé au Palais de la Marine, et donc il y a encore des gens qui s'autorisent à laisser leur bateau au mouillage illégal. Et donc forcément, ils vont s'échouer, ou ils doivent s'échouer en fonction des courants marins. Monsieur Ledeux, vous aviez une question. C'était plutôt une observation, parce qu'effectivement, nous, on a depuis le début, comme vous le savez, bien qu'on a relevé quelques interrogations, soutenu ce projet de semelle pour effectivement aller dans le sens de l'écologie, éviter que les bateaux s'échouent, sachant qu'après on ne sait pas quoi en faire en plus. Mais après, c'est vrai que les résultats que vous annoncez qui sont très bons, et je vous en félicite, sont aussi liés notamment aux nuitées de passage, au fait qu'on soit en plein été. Après, le taux d'occupation peut être amené à diminuer, sachant qu'on rentre quand même dans une saison plutôt creuse. Bon, les interrogations qu'on a, c'est les préoccupations des Villefranchois qui, quand ils viennent nous voir, nous disent il y a 16 bateaux sur 60 places. Et c'est des inquiétudes plus qu'autre chose, en fait, dont on vous fait part. Oui, bien sûr. Non, mais je suis tout à fait ouvert à la discussion. En fait, nous n'avons pas 60 bouées, nous en avons 52. Non, enfin, je disais 50. Et sur les 52 bouées, il y en a 37 qui sont qu'on peut louer à l'année et il y en a 15 qui sont pour le passage. Les 15 pour le passage, elles ne sont pas ouvertes l'hiver, en saison basse. Donc aujourd'hui, nous avons 16 contrats sur 37 bouées. Moi, je vous dis que bientôt, il n'y aura plus de place dans la semelle non plus. Bon, on l'espère. Après, les frais continuent de courir et s'il n'y a pas de recettes, en revanche, les déficits peuvent se creuser. Et je pense aussi que compte tenu du début de notre exercice, lorsque notre semelle sera à taux plein, notre déficit annuel sera très modeste et que nous aurons la possibilité de le couvrir sur le budget du conseil municipal de la commune. Espérons aussi. Moi, j'ai une autre interpellation, puisque justement, vous y faites allusion. Donc, effectivement, vous avez créé les zones de mouillage dans un but écologique. Et comme disait mon collègue, nous sommes complètement d'accord avec vous. Mais alors, qu'en est-il de tous ces mouillages illégaux qu'on a vus tout l'été se déporter de l'autre côté? Puisqu'en fin de compte, il semblerait donc qu'on ait réglé le problème de notre côté, mais qu'on l'ait aggravé ailleurs. Alors, Caroline, Madame Beuil, pardon. C'est quoi le mouillage illégal? C'est quoi le mouillage illégal? Les bateaux, ils ont le droit de mouiller librement dans la rade. Donc, ils ne sont pas obligés de venir à une bouée, sauf quand ils rentrent dans la semelle. Je me suis mal exprimée. Donc, quand il y a des bateaux qui viennent l'été, là, et qui mouillent, et qui restent 1 jour, 2 jours, 3 jours, que leurs propriétaires sont à bord, qu'il y a une petite lumière là pour la nuit, vous savez,
et qui a une ancre, ils ont le droit de faire ça. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de laisser son bateau pendant des mois au mouillage sans être à bord. Et aujourd'hui, ça concerne très exactement 6 bateaux. 5 là-bas, à Espalmador, 1 à Rochambeau, 6. Avant que nous n'ayons créé la SMEL, il y avait 80 bateaux au mouillage illégal dans la rade. Et entre 2014 et 2020, il y a eu à peu près 25 bateaux qui ont coulé ou qui se sont échoués. Ce que vous appelez de vos voeux, c'est qu'il n'y ait plus un seul bateau dans cette situation. Je l'appelle aussi de mes voeux et je demande à chaque propriétaire de bateau de prendre ses responsabilités. J'ai demandé aussi au préfet maritime de prendre ses responsabilités et de faire intervenir la gendarmerie maritime. C'est à l'État de faire ce travail, à moins que l'État ne me donne les pouvoirs de police dans toute la rade. Ce que j'appelle aussi des vœux, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec ça. Mais s'ils ne me donnent pas le pouvoir de police, il faut qu'ils fassent leur travail. Oui, ce qui aurait dû être fait depuis bien longtemps. Je suis bien d'accord avec vous. Caroline, nous l'avons presque fait, à part pour 6 bateaux. Voilà. Oui, monsieur le maire, une question encore, si vous m'y autorisez, sur la présentation qui nous est faite. Pour que tout le monde comprenne bien, il n'y a pas de dépenses nouvelles, il s'agit de transférer des actifs qui ont déjà été dépensés et exposés, donc il n'y a pas d'aggravation ni de dépenses nouvelles, comme je l'ai entendu. Hein. On transfère à la SMEL ce qui avait déjà été budgétisé et payé par la commune. Oui, cette délibération n'a aucun impact budgétaire. Aucun impact budgétaire, c'est ce que vous avez écrit. Par contre, les chiffres qui sont sur vos tableaux doivent être justes. Je ne comprends pas comment on nous dit par exemple que la subvention Albert II a été versée et qu'elle n'est pas dans le tableau et qu'elle ne figure pas aux actifs. Parce que ça fait partie des actifs de la SMEL. Comme la deuxième partie de la subvention de la région Sud, les 100 000 € dont vous nous avez parlé, monsieur le maire, s'ils ont été versés, ils doivent être dans le tableau. Peut-être monsieur Comte va pouvoir nous aider sur ce point. Excusez-moi. Donc, monsieur le maire est un peu optimiste. Je vous confirme qu'effectivement, la subvention de la région n'a pas été totalement versée et que la fondation d'Albert II n'a pas versé non plus. Donc ces deux sommes ne sont pas inscrites actuellement dans la délibération des transferts parce que ces subventions seront reçues après coup et donc elles seront directement imputées au budget de la SMEL. Donc quand elles seront versées, il y aura un vote de nouveau pour les affecter au budget de la SMEL? Non. Elles seront, vous les verrez, dans le compte administratif de la SMEL. Directement? Oui. Merci pour cette précision, monsieur. Excusez-moi, juste une seconde. Monsieur Comte, les subventions de 50 000 € et de 200 000 € que la Fondation Albert II et la région Sud nous ont accordées, oui, si elles n'ont pas été versées en tout ou partie, vont l'être. La région a versé 109 000, oui. C'est pour ça qu'on les a mis là, et le reste n'a pas été versé. D'accord. Et les 50 000 de la Fondation d'Albert II n'ont pas été versés non plus. Bon ben, c'est clair, effectivement. Je vous remercie pour ces explications qui sont parfaitement claires. Je vous remercie également de nous avoir donné des renseignements sur le fonctionnement de la SMEL. Ça, vous savez que ça me tient aussi à cœur et que donc je suis content de voir qu'effectivement, depuis l'ouverture, ça fonctionne. Je crois que le temps des bilans n'est pas arrivé puisqu'il faudra faire ça sur au moins une année et qu'aujourd'hui, on ne peut pas, avec des chiffres sur 3 mois et demi, tirer des conséquences. Très bien, je vous remercie. Vous savez que sur la première année, on ne peut pas non plus. Hein. Il faut attendre un peu. Voilà, c'est absolument certain qu'il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et d'ailleurs, c'est prévu aussi d'avoir une montée en charge du taux d'occupation de la SMEL. Est-ce que nous avons voté, non, Juliana? Nous allons voter. Qui vote contre? Contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Très bien, merci. Nous passons donc au point numéro 9. Il s'agit d'autoriser les établissements Picard à ouvrir à Noël 2023.
2023, Monsieur Bojanovic, vous avez Absolument, la parole. absolument. Donc c'est une délibération récurrente que nous prenons chaque année. Donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, l'article L3132-26 du Code du travail prévoit la possibilité d'une suppression occasionnelle du repos dominical dans le commerce de détail sur arrêté municipal. Conformément à cet article, la décision du maire doit être prise après avis du conseil municipal. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. La commune de Villefranche a reçu par courrier le 19 juillet 2022 une demande d'autorisation d'ouverture des établissements Picard surgelés pour le 4 dimanche du mois de décembre 2023, comme vous l'avez précisé, Monsieur le maire. Il s'agit donc des 4 dimanches, donc le 10, le 17, le 24 et le 31 décembre 2023, avec les horaires suivants de 9h à 18h. Concernant une petite modification, le 17, il est demandé 19h, pour le 24, 19h30 et pour le 31 décembre, fermeture à 20h. La société Picard justifie sa démarche par le souhait de répondre à la demande de sa clientèle, mais aussi par l'impact important de ces journées sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, la pérennité économique et le développement de ses magasins. Il revient donc au conseil municipal d'émettre un avis sur ces ouvertures exceptionnelles de dimanche pour l'année 2023, étant précisé que les salariés concernés par cette ouverture exceptionnelle bénéficieront d'une majoration de 100% des heures travaillées ce jour-là et d'un repos compensateur à prendre dans la quinzaine suivant ou précédant ce dimanche. Monsieur le maire, peut-on voter? Y a-t-il des questions, pardon? Pas de questions. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci beaucoup. Merci Robert. Nous passons au point numéro 10. Il s'agit de la programmation théâtrale 2023. Madame Laugier, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir. La commune a souhaité poursuivre son soutien à la culture et au spectacle vivant en proposant pour 2023, en collaboration avec Monsieur Patrick Zeff-Samé, président de l'association Villefranchoise Comme sur un plateau, une programmation de 12 spectacles, dont 2 donnés l'été, ainsi que des représentations dans le cadre de la quinzaine des théâtres, 3 à 5 dates. Le détail des différents spectacles théâtraux ou musicaux envisagés qui se dérouleraient mensuellement le samedi du 21 janvier au 16 décembre 2023 était joint en annexe de l'ordre du jour. Un contrat de co-réalisation sera établi pour chaque spectacle entre la ville co-réalisateur, le producteur, la compagnie de spectacle et l'association Comme sur un plateau. La ville mettra à disposition gratuite ces différentes installations et supportera uniquement les frais du personnel de sécurité. Les tarifs adoptés par le conseil municipal le 23 novembre 2020 demeurent inchangés. La répartition des recettes adoptée par le conseil municipal le 15 novembre 2021 demeure inchangée. À noter que l'association Comme sur un plateau sera l'intermédiaire entre la ville et les différentes compagnies. Je vous propose d'accepter le principe de co-réalisation pour la programmation théâtrale proposée pour l'année 2023 et de donner à Monsieur le maire délégation pour signer les contrats tripartites à intervenir pour chaque spectacle. Y a-t-il des questions? Alors, on peut procéder au vote. Y a-t-il des personnes contre qui s'abstiennent? Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux de cette collaboration avec Citadel Art et comme sur un plateau. On a 12 spectacles pour la saison 2023. On fait partie aussi de la quinzaine du théâtre de Nice. Samedi, c'était vraiment complet, hein, pratiquement. Hein. C'est de plus en plus complet. Ça va poser un problème, Monica. Il va falloir s'agrandir. Voilà, donc c'est très bien. On est très heureux que la culture continue à se développer à Villefranche. Et donc, pour ce faire, et je vous remercie de votre vote, il faut continuer à travailler et puis renforcer la filière culturelle de la mairie de Villefranche. C'est pour ça que nous proposons en délibération numéro 11 la création d'un emploi de catégorie B. Il s'agit d'un régisseur des œuvres au service des musées.
Madame Monica Logier, vous avez la parole pour cette délibération que nous avons déjà présentée une fois. Oui. Et qui a été, pour lesquelles nous avons eu une remarque de la préfecture. C'est bien ça? C'est cela. C'est cela. Donc, je lis tout. Par délibération numéro 3 du 4 juillet 2022, le Conseil municipal a adopté la création d'un emploi permanent de catégorie B dans la filière culturelle dans le grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques contractuelles. Par lettre d'observation du 29 août 2022, la préfecture des Alpes-Maritimes a demandé le retrait de la délibération précitée, le poste créé apparaissant réservé à un agent contractuel en contradiction avec les dispositions des articles L313-1 et L311-1 du Code de la fonction publique. Conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de retirer la délibération précitée et d'adopter une nouvelle délibération. Vous avez été destinataire avec votre ordre du jour du projet de délibération dont je vous donne lecture. Suite au départ à la retraite d'un agent du service des musées de Villefranche-sur-Mer faisant fonction de régisseur des collections et des expositions et compte tenu des exigences liées à la technicité du poste nécessitant qu'il soit pourvu par un personnel qualifié, issu de la filière culturelle territoriale, il a été envisagé la création d'un emploi permanent à temps complet de catégorie B dans le cadre d'emplois d'assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques en vue d'assumer la fonction de régisseur des collections et des expositions des musées de la ville à compter du 1er novembre 2022. Vu l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, disposant que les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionnés à l'article L4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Vu l'article L311-1 du dit Code, énonçant que, sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par les fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. Vu l'article L322-8 du Code général de la fonction publique, prévoyant que, par dérogation aux principes énoncés à l'article L311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants. Premièrement, il n'existe pas de cadre d'emploi de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Deuxièmement, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code. Considérant que des mesures de publicité et une annonce ont été effectuées dans une revue spécialisée et sur la plateforme par voie dématérialisée en vue du recrutement d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale. Considérant que le tableau des effectifs adopté par le conseil municipal le 20 décembre 2021, considérant la nécessité de créer un emploi de catégorie B de la filière culturelle d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques en vue d'assumer la fonction de régisseur des œuvres des musées, je vous propose de retirer la délibération numéro 3 du 4 juillet 2022, créer un emploi permanent de régisseur des œuvres au service des musées à temps complet correspondant au cadre d'emploi de catégorie B de la filière culturelle d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Définir les fonctions et missions attachées à cet emploi comme suit: régie des collections, régie d'exposition, organisation du chantier des collections et du récolement, organisation administrative, juridique et logistique des mouvements d'œuvres, supervision des transports d'œuvres, contrôle technique et scientifique des œuvres, gestion des réserves, veille sanitaire, rangement, optimisation, gestion du chantier des collections des musées de la Citadelle, gestion des expositions temporaires. En cas d'impossibilité de pourvoir ce poste par voie statutaire,
L'emploi pourra également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article L. 332-8 du Code général de la fonction publique, en raison de la nécessité pour la commune, dans le cadre de sa politique culturelle, de recruter un candidat justifiant d'une formation supérieure, master en régie des œuvres, et d'une solide expérience dans le domaine de la gestion des collections muséales, conservation préventive, régie des collections et l'organisation d'expositions temporaires. La rémunération de cet agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. L'agent pourra éventuellement percevoir le régime indemnitaire afférent à ce grade. De modifier le tableau des emplois à compter du 1er novembre 2022, filière culturelle, cadre d'emploi, assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, catégorie B, ancien effectif 0, nouvel effectif 1. Les crédits correspondant à ce recrutement sont inscrits au budget de la commune. Y a-t-il des questions? Madame Marchessou, vous avez la parole. Allô? Allô, oui. Excusez-moi. Il s'agit d'une demande de précision concernant les emplois pour le musée. Monsieur le maire, nous aimerions connaître en détail le tableau des effectifs des personnes qui travaillent ou qui vont travailler au musée, ainsi qu'à la boutique des musées, soit leur nombre et le rôle de chacun. Avec plaisir, Madame Marchessou, il est à votre disposition en mairie. Il vous suffit de venir voir Monsieur Lobacaro, qui est derrière vous. Vous le voyez là, Michel. Il est directeur des ressources humaines de la mairie et donc il vous fournira tous les renseignements auxquels vous avez droit. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Alors nous procédons au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. Il nous faut maintenant passer aux questions diverses. Nous avons une question écrite de Maître Curti. Maître Curti, si vous voulez bien nous lire votre question. Oui, bon, monsieur le maire, effectivement, je me suis permis de vous interroger et d'interroger le conseil concernant le problème de l'association Agir Autisme ABA 06 Est, qui bénéficie de locaux qui lui ont été mis à disposition par la mairie il y a de nombreuses années et qui a effectivement reçu un courrier au terme duquel il semble qu'on lui demande de libérer ses locaux pour le 4 octobre prochain. La question est grave parce que cette association a en charge un certain nombre d'enfants et ce lieu est un lieu où les enfants autistes peuvent effectivement se développer, avoir des animations. Et la question est de savoir si est-ce que la commune a véritablement besoin de ces locaux et maintient cette position. Et est-ce qu'une solution de repli est proposée ou va être proposée à cette association? Bien, merci pour votre question, Maître Curti. Pour être très précis, nous avons attribué ces locaux par convention à l'association Agir Autisme ABA 06 Est le 20 septembre 2018. Donc il y a très exactement 4 ans, afin d'y accueillir au sein d'une structure dénommée la Maison Elisa Pauline des enfants autistes et leurs parents. Cette maison Elisa Pauline a été inaugurée le 19 décembre 2018. Le 11 mars 2020, pardon, le 22 février 2019. 22 février 2019. 3 mois après l'inauguration, un article de Nice Matin annonçait l'ouverture imminente de la maison Elisa Pauline en présence de Madame Guèze, déléguée départementale de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Le 11 mars 2020, la maison Elisa Pauline n'était toujours pas ouverte et des enfants autistes y ont été accueillis à partir de septembre 2020. J'ai écrit personnellement à l'ARS le 17 janvier 2022. L'ARS m'a répondu « Monsieur le maire, j'accuse bonne réception de votre courrier daté du 17 janvier 2022 dans lequel vous faites état de vos interrogations concernant le centre d'accueil pour enfants autistes ouvert sur votre commune.
L'activité de cette association, nommée Agir Autisme à base 06 Est, installée et intervenant sur votre commune, est constituée sur le fondement de la loi 1901. Celle-ci relève de la compétence de la préfecture des Alpes-Maritimes et non pas de l'Agence régionale de santé. Ne s'agissant pas d'une structure médico-sociale autorisée, et financée par l'Agence régionale de santé, ce centre d'accueil n'a pas fait l'objet d'un dépôt de dossier ni d'une autorisation de fonctionnement de la part de mes services. En conséquence, nous ne sommes pas fondés à effectuer un contrôle de cette activité. Donc, 4 ans après l'ouverture de ce centre n'est pas agréé par l'Agence régionale de santé parce qu'aucune demande n'a été faite auprès de l'Agence régionale de santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'après avoir attribué ces locaux il y a 4 ans à l'association Agir Autisme à base 06, nous décidons de les récupérer. Et nous maintenons notre position. Voilà. J'avoue que je suis bien déçu de la tournure qu'a pris cette histoire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bien entendu que j'ai d'autres questions. Une des conditions de reprise des locaux, c'est un intérêt général. Je voudrais savoir quel est l'intérêt général qui motive la décision prise par la commune de Villefranche sur ce point. Écoutez, nous avons écrit très exactement que la commune souhaitait récupérer ces locaux pour des nécessités de service. Donc nous nous en servirons pour les services communaux. Sans précision particulière. Sans précision particulière. J'ai entendu, comme vous, le courrier intéressant dont vous avez donné lecture de l'ARS qui vous répond, monsieur le maire, en vous disant que ça ne les concerne pas. Puisque, non, c'est pas ça qu'ils ont répondu. Ils vous ont dit que ça relève de la loi de 1901 et de la préfecture. Non, si vous lisez très exactement ce qu'a écrit l'ARS, c'est un langage un peu administratif. Hein. Ouais, j'aimerais bien le lire, hein, si vous l'avez d'ailleurs. Cette structure fonctionne alors qu'elle n'a pas été autorisée par l'Agence régionale de santé, c'est ça qui est écrit. Oui, mais est-ce qu'il y a besoin de cette autorisation, monsieur le maire? Écoutez, si vous voulez faire fonctionner une structure où il y a une prise en charge médicale, eh ben, il faut s'en référer à l'Agence régionale de santé en France. C'est comme ça maintenant. Sinon, ça veut dire que vous fonctionnez en dehors du système de santé et je ne souhaite pas qu'à Villefranche, une association prenne en charge les enfants autistes sans fonctionner à l'intérieur du système de santé français. Est-ce que vous entendez par là que cette association aurait un fonctionnement illégal? Non, c'est pas ce que j'entends par là. D'accord. Donc c'est pas illégal ce que fait l'association. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je souhaite, c'est que cette association, ce centre d'enfants autistes s'intègre dans le système de santé français. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous savez. Je ne change pas d'avis. J'entends bien, mais votre souhait en supprimant le local rend ce souhait irréalisable. Non, je pense que 4 ans, c'est long, vous savez. Et en 4 ans, on a largement le temps de faire ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, le local va être récupéré par la commune. Oui, ça... La date qu'on a donnée, vous voyez, c'est aujourd'hui. C'est le 10 octobre. C'est très exactement aujourd'hui. Donc, vous voyez, je m'attendais à ce débat, je le souhaite même. Je suis content que vous me posiez cette question. Notre décision est prise. J'entends bien, monsieur le maire, mais j'entends attirer l'attention du Conseil et le vôtre sur le fait qu'elle met en péril cette association pour des raisons qui ne sont pas toujours connues à ce jour, puisque vous nous parlez d'une attente de 4 ans. Or, il n'y a eu aucun courrier de la commune avant le courrier de résiliation. Maître Curti, juste vous dire, ce centre, il est fermé quasiment tout le temps. Vous y êtes allé ? J'y suis allé, monsieur le maire. Vous avez eu la porte ouverte ? Tout à fait. Et j'en suis bien heureux pour vous. Tout à fait. J'ai vu les installations, d'ailleurs payées par le Conseil général, puisqu'il faut que vous le sachiez. Non, monsieur Curti. Ils sont très belles. Les installations payées intégralement par la commune de Villefranche. Renseignez-vous. Payées intégralement par la commune de Villefranche. Le dossier est à votre disposition en mairie. Hein. Si vous voulez travailler le dossier, vous pouvez. Oui, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la disparition, monsieur le maire. À partir du moment où, justement, vous nous dites que la commune a investi dans des locaux, a investi dans des équipements,
4 ans après, il faut mettre tout ça à la poubelle. Je trouve que c'est un gâchis. Non, mais on met énorme. rien à la poubelle, Maître Curti. Je veux dire, à un moment, la convention entre une association et la commune, vous voyez, c'est une question de confiance. Il faut travailler dans la confiance. Aujourd'hui, vous avez posé une question écrite, je vous ai répondu. Je vous en remercie. Et je vous en prie, mais nous ne sommes pas dans un débat au conseil municipal, ni dans le vote d'une éventuelle délibération. La décision est prise, ça a été écrit au président de l'association, il faut qu'il libère les locaux. C'est votre réponse. Merci. Nous passons à un point suivant, c'est une deuxième question diverse. Nous avons souhaité faire une présentation de la Maison France Service. C'est un nouveau service à la population et je vais donc donner la parole, je pense, à Patricia Bonifaci. C'est bien ça, Patricia? Vous avez un micro? Merci. Donc, un espace France Service est ouvert au 81 avenue Georges Clemenceau à Villefranche-sur-Mer depuis le mois de mai 2022 pour les administrés du canton de Beausoleil, Villefranche, Beaulieu, Èze, Saint-Jean, Cap-d'Aille, La Turbie et Beausoleil. Cet espace regroupe plusieurs administrations. 3 agents formés, dont un conseiller numérique, sont à disposition du public du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Pour plus de confidentialité, si le dossier s'avère complexe, l'administré peut être reçu sur rendez-vous également. Par le biais de ces agents, l'espace France Service permet un accompagnement sur les démarches de 9 partenaires nationaux, la Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Mutualité sociale agricole, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et la Direction générale des finances publiques. Donc, cet espace permet également un accès à un poste informatique en libre service. Nous avons également dans cet espace 2 partenaires qui sont en présentiel, la DDFIP 2 fois par mois et sur rendez-vous la conciliatrice de justice 1 fois par mois. Donc, nous avons prévu une journée nationale porte ouverte pour le 12 octobre en présence de 2 partenaires, la CAF et la CPAM. Le matin, la CPAM ouvrira un atelier pour la présentation de l'application Mon Espace Santé. Et l'après-midi, l'intervention sera faite par la Caisse des allocations familiales. Nous aurons également une autre journée porte ouverte avec un atelier numérique pour le 9 novembre. Et toutes les informations sur ce service qui est proposé à la population sont disponibles donc sur le site de la mairie et sur le Facebook de Ville de Villefranche-sur-Mer. Voilà. Donc, si quelqu'un a des questions. Merci. La date de la première journée porte ouverte, le 12 octobre. Et la prochaine, après le 12 octobre, le 9 novembre. Voilà, porte ouverte et atelier numérique également. Voilà. Merci beaucoup. Patricia, est-ce que vous avez des questions sur cet espace France Service? Cette histoire est née du départ du Trésor public. Et donc, quand le Trésor public est parti, il s'agissait encore une fois du problème de l'éloignement des services publics par rapport à la population. Donc nous avons obtenu la création de cet espace France Service grâce à l'intervention de tous les maires de toutes les communes concernées qui nous ont soutenus. Et un partenariat en particulier important avec la Poste, mais aussi avec le DGFIP, le Trésor public, comme l'a dit Patricia. Voilà, il nous faut, Patricia, absolument faire connaître cette maison France Service. Oui, on est en train d'y travailler. Donc, on s'est rapproché de toutes les communes qui composent le canton de Beausoleil. On est entré en contact avec des élus et les CCAS des communes. Voilà. Là, on vous a déposé un petit dépliant et puis on va vous demander aussi de faire le nécessaire. De nous aider. Voilà, de nous aider à informer les administrés sur ces services qui peuvent aider pas mal de personnes. Notamment, vous avez l'ouverture à la location logement,
ouverture de droit à l'assurance maladie, mais aussi une demande de pension de réversion ou l'ouverture du droit à l'assurance retraite. Et également, ce qui peut être utile, le renouvellement de la carte grise. Il y a pas mal de démarches qui sont à faire maintenant sur informatique et qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Voilà, donc ça peut être d'une aide précieuse pour pas mal de personnes. Et oui, Caroline. Bon. Ça, j'ai très bien compris. Effectivement, c'est vrai que si les commerçants, je pense, de proximité pouvaient l'avoir, hein, voilà, avec éventuellement une récurrence des dates de fonctionnement, parce qu'effectivement, beaucoup de gens viennent nous demander quand est-ce que ça fonctionne et s'il y a ce genre de service, et c'est vrai que c'est très intéressant pour la population. Donc, mais là, on va disons, monter en puissance pour la communication. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Non, mais voilà, c'est parce qu'on n'a pas forcément, le réflexe de regarder le Facebook, nous, oui. Et donc on n'a pas forcément la réponse sur les jours. La communication, elle va être faite et de différentes façons. Bon, il y a Facebook et Internet. Mais c'est très bien. Ça va être fait différemment. Moi, j'avais une autre interpellation qui n'a rien à voir avec France Service, mais j'en profite. Je peux juste finir France Service, excusez-moi, après je vous donne la parole. Les horaires, c'est ouvert tous les jours en fait. Hein. Alors, oui. C'est ouvert tous les jours. Tous les jours, donc de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Mais on peut être également reçu sur rendez-vous. Ouais. L'espace est assez grand et on peut avoir une certaine confidentialité. Il n'y a pas de souci si les dossiers sont un peu difficiles. Il suffit de prendre rendez-vous. Il y a normalement le numéro de téléphone sur le... Voilà. Très bien, merci Patricia. Je veux remercier en particulier Patricia Bonifacier et Patricia Degus qui s'investissent beaucoup pour aller dans toutes les communes concernées, pour informer les maires, les élus et aussi la population. Il faut bien retenir qu'il faut mettre des dépliants chez les commerçants qui sont un bon relais d'information. Madame Beuil, vous aviez une interpellation. Non, juste une question. Alors, rien à voir avec France Service, puisque là, c'est plutôt du secteur privé. Mais nous avons appris quoi? J'ai appris récemment, justement, que nous avions une nouvelle banque qui comptait partir de Villefranche, nommément la Caisse d'épargne, a priori avant l'été. Donc, je me permets de vous faire le relais si vous ne le savez pas encore, et surtout de voir si vous ne pourriez pas intervenir à quelque niveau que ce soit, à votre échelle, pour éventuellement garder des services comme ceux-là, qui sont de plus en plus... qui fuient. Notamment, là, on m'a laissé sous-entendre que toute l'équipe partait sur Beaulieu. D'accord. Voilà. Merci, Mme Beuil, pour cette information qui n'est pas encore arrivée jusqu'à mon bureau. Vous avez des informations Juste leur voisine. Très bien. Très bien. Nous devons parler d'un troisième point. Joël Bravetti, une petite intervention sur l'école maternelle et l'ouverture, ou plutôt la non-fermeture de la 5e classe. Deux informations sur le service affaires scolaires. Alors, un petit historique sur la situation de l'école maternelle. Le risque de suppression d'un poste d'enseignante à l'école maternelle existe depuis la rentrée 2021, où nous avions un effectif en baisse, un effectif de 98 enfants. Le poste n'a pas été supprimé en septembre 2021, mais il était pratiquement certain que le comptage des enfants se faisant sur l'année en cours pour la rentrée 2022, avec toujours 98 enfants présents, nous ne pouvions éviter la suppression d'un poste, suppression confirmée fin février 2022. Nous avons adressé plusieurs courriers à la direction départementale, l'un en septembre 2021 et le deuxième en septembre 2022. Et nous nous sommes également rapprochés plusieurs fois de l'inspectrice de notre secteur. Le jeudi 1er septembre, 118 enfants faisaient leur rentrée à l'école maternelle. L'inspectrice est venue compter les effectifs le lendemain. Elle a pu également s'entretenir avec quelques parents d'élèves. Une bande de rôle a été installée le jour de la rentrée par la PEV. Je précise qu'il n'y a eu aucune manifestation de parents d'élèves à l'extérieur.
Monsieur le maire a pu s'entretenir ensuite avec l'inspectrice en mairie. Mardi 6 septembre, en fin de journée, suite à la réunion du comité technique, l'inspectrice m'informait par téléphone de la réouverture du poste. Le 7 septembre 2022, un courrier de la direction des services départementaux de l'éducation nationale nous confirmait la décision prise en comité technique spécial départemental de l'annulation de la fermeture d'un poste en maternelle. La nouvelle enseignante est donc arrivée le lundi 19 septembre. Pour le plus grand bonheur des enseignants, des parents, du personnel mairie, etc. Oui, merci Joël. C'est juste que nous avons alerté le directeur d'académie dès le mois de septembre 2021 sur le fait que nous avions 98 élèves en maternelle, mais que très probablement, à la rentrée suivante, nous aurions au moins 20 élèves de plus, donc à peu près 120 élèves. Malgré ça, l'Éducation nationale a décidé au mois de février 2022 d'enlever un poste d'enseignant. Ils font comme ça maintenant. Ils enlèvent le poste d'enseignant avant la fin de l'année, vous voyez. C'est comme les transferts au rugby, ça se fait avant la fin de l'année. Vous voyez. Donc la maîtresse, elle est partie. Il n'y a plus de maîtresse. Et comme on l'avait prévu, parce qu'on sait à peu près compter les enfants qu'il y a à la crèche et au jardin d'enfants, on est arrivé à 118 élèves. Donc 118 élèves pour 4 classes, ça fait exactement 29,5 élèves par classe. Donc un sureffectif vraiment important, surtout dans cette école où les classes sont toutes petites, Joël, c'est bien ça? Oui. Donc on a argumenté une nouvelle fois avec l'inspectrice de l'Éducation nationale, qui fait très bien son travail et qui est très compréhensive. J'ai écrit personnellement au directeur d'académie avec des mots bien choisis sur l'instruction que la République doit aux élèves. Ce qui n'est pas pareil que l'éducation qui est donnée par les parents à leurs enfants. Et donc on a obtenu gain de cause et j'en suis très heureux pour les enfants. Ils ont fait revenir une maîtresse qui d'ailleurs est très sympathique, Joël, c'est ça? Oui, elle est très contente d'être à Villefranche. Elle est ravie. Voilà. Bon, tout est bien qui finit bien, mais je voulais quand même vous donner ces petites précisions. Merci. J'ai encore une information importante. Je vous en prie. Oui, c'est très important. Alors, à partir du mois de janvier, du 3 janvier, nous aurons la mise en place d'un transport scolaire qui a été acté en commission des transports scolaires à la métropole. Alors, ce transport scolaire démarrera pour une durée de 3 mois. Et il sera pérennisé si les conditions de sa création sont respectées, c'est-à-dire le nombre minimum d'élèves et un accompagnant dans le bus pour les enfants de moins de 6 ans. On a déjà fait un petit sondage auprès des parents. On attend le retour. Demain, nous avons une réunion avec la métropole pour la mise en place de cette desserte. Nous avons déjà fait le circuit, bien sûr, avec un bus de 20 places, parce que nous ne pourrons pas prendre un bus beaucoup plus grand. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle importante. Et donc, à ce titre, je tiens à remercier Xavier Bègue, vice-président de la métropole et président de la commission des transports, qui a appuyé notre demande. Voilà. Voilà, merci Joël. Ça fait un moment qu'on attend ce transport scolaire. Hein, c'était même pas tout à fait normal. C'est même pas tout à fait normal qu'on n'ait pas de transport scolaire à Villefranche. Donc le minibus là, de 20 places, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il part de Saint-Michel? Il part de Saint-Michel. Et il descend à l'école? Oui. Bon, ça, je pense que c'est une bonne chose. Il passe par le Vinaigrier ou par les Caroubiers? Non, Caroubier. Caroubier. Non, mais je demande. Il va au col de Villefranche et après il descend jusqu'à l'école. Boulevard de la Corne d'Or et voilà, chemin François Ferry, avenue des Œillets, Barmassa, dépôt maternel et ensuite élémentaire. Voilà, donc pour qu'il soit pérennisé, là on est en période d'essai de 3 mois, il faut qu'il y ait plus de 10 petits qui prennent le transport scolaire tous les matins. C'est bien ça? Oui, on avait déjà fait un sondage en 2019 lors de notre première demande. On avait 22 enfants qui étaient intéressés. Très bien. Bon, voilà, maintenant, il faut que les enfants ils prennent le transport scolaire. Hein, ça sera le matin à 8h, c'est ça? 7h30. 7h30. Et puis retour à partir de 16h30 sur la place de la Paix, c'est bien ça? Voilà.
C'est bien, Joël, merci beaucoup. Moi, je crois qu'on peut remercier Xavier Beck, le maire de Cap-d'Aille, qui nous a beaucoup aidé dans ce dossier. On peut aussi remercier Joël Bravetti, qui s'investit beaucoup pour les enfants de Villefranche. Je voulais vous dire qu'on a eu un été très animé et une très belle saison touristique. Tout le monde en convient. Caroline, j'ai bien vu ce que vous avez écrit. Et beaucoup d'animations. Il y a des gens qui disent qu'il ne se passe rien à Villefranche, ils ne vivent pas sur la même planète que nous, je crois. Je vous donne un exemple. Les 3 derniers week-ends. Vendredi 23 septembre, la Bugada, place Félix Poulan. En même temps, la soirée du comité d'entreprise des employés de mairie à la Citadelle. Samedi 24 septembre, Joe Star au Achille. C'est pour les jeunes, parce qu'il faut des trucs pour les jeunes. Hein. Alors vous allez me dire, c'est des associations, c'est des initiatives privées. Sachez que toutes les initiatives des associations et toutes les initiatives privées sont les bienvenues et qu'elles sont toutes validées par la mairie de Villefranche. Toutes. Il n'y en a pas une qui ne l'est pas. Une après-midi caritative samedi 24 septembre pour les enfants autistes du Lions Club dans l'auditorium. Dimanche 25 septembre, le départ de l'Ultra Trail. 1200 coureurs sur le stade Antoine Bonifaci. Vendredi 30 septembre à midi, le repas des employés de mairie. 180 employés de mairie. Mairie plus le CCAS, tous ensemble au restaurant pour la fête patronale de Villefranche, de la Saint-Michel, où j'aurais bien aimé voir tous les élus. Vendredi soir, animation musicale, place Amélie Polonais. Samedi 1er octobre au matin, une déambulation dans Villefranche, où on a même fait la visite en anglais à un groupe d'Américains parce qu'il y avait un bateau de croisière. Je m'en suis occupé personnellement de la visite en anglais. Samedi après-midi, les boules carrées, un concours de boules carrées autour de l'église. Samedi soir, 42 inscrits au concours de boules carrées. Samedi soir, au clos de pétanque, 20 équipes. On en est où? Samedi 1er octobre. Dimanche 2 octobre, la messe de la Saint-Michel et l'apéritif d'honneur sur la place Félix Poulan. Toujours dimanche 2 octobre, une très belle initiative, un ride à moto contre le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rouge. Vendredi 7 octobre au soir, du théâtre à l'auditorium. Samedi 8 octobre dans l'après-midi, une parade des pointus de la BPV. Le soir, du théâtre. Dimanche 9 octobre, hier, sous la pluie. Les marinières en rose, elles étaient nombreuses à nager dans la rade de Villefranche malgré la pluie. Je parlais de la fête de la Saint-Michel. En effet, si les membres de l'opposition municipale n'ont pas été mis au courant, c'est ce que vous me dites? Je m'en excuse. Cela sera corrigé l'année prochaine, croyez-le bien. Non, mais je vous le dis, très sincèrement. Mais je suis aussi très heureux de voir tout le monde à la messe le dimanche. Même s'il y a un ride moto contre le cancer du sein en même temps. Vous voyez, des fois, ça se télescope un peu. L'agenda peut être un peu compliqué tellement il y a d'animations. Bref, en octobre, on va continuer. Le 11 octobre, une braderie de la Croix-Rouge. Toujours le 11 octobre, l'UVIA. Conférence très brillante mardi dernier du professeur Galli sur la Mésopotamie. L'UVIA, demain, ça sera Saint-Exupéry. Mercredi 12, une journée porte ouverte, donc à l'espace France Service. Dimanche 16, nous aurons un vide-grenier organisé par le comité des fêtes au parking des Marinières. Mardi 18, l'UVIA de Bellini à Carpaccio, Venise. Dimanche 23 octobre, la commémoration des combats de la Malmaison et de la Sidi Ibrahim. Excusez-moi, Madame Baraja me souffle à l'oreille que nous avons eu une semaine bleue pour les seniors avec énormément d'activités, notamment un voyage en Italie, à Alassio, c'est bien ça? Albenga à Alassio. Dimanche 30 octobre, nous aurons une paddle race organisée par le Triathlon des Mers. Vous savez que la rade de Villefranche est un site très prisé pour le stand-up paddle. En novembre, nous aurons bien sûr le cimetière à Villefranche le 1er novembre avec la bénédiction des tombes à laquelle je vous convie tous.
Le jeudi 3 novembre, nous aurons une conférence Sciences pour tous, étoile à neutrons, une fusion qui vaut de l'or. Dimanche 6 novembre, nous aurons à Saint-Michel la fête des châtaignes. Robert Joël. Toujours dimanche 6 novembre, la découverte des escaliers de Villefranche avec l'association La Montacala. Je vous la conseille. Je peux vous dire que quand vous arrivez à Saint-Michel, par les escaliers, vous êtes content d'arriver. Toujours dimanche 6 novembre, le 3e nettoyage des plages de l'année aux Marinières et à la Darse. Le mardi 8 novembre, une autre conférence de l'UVIA. Le mercredi, il y en a trop. Catou, elle me dit stop. Vendredi 11 novembre, la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Samedi 12 novembre, un nouveau concours de boules carrées. Mercredi 15, une conférence de l'UVIA sur Versailles. Samedi 19, Citadelle Arte. Et mardi 22, l'UVIA sur les traces des Vikings. Mardi 29, l'UVIA Simone Veil, la niçoise. Et puis en décembre, ça va Régis, ça fait beaucoup, hein, si on veut être partout. Et puis en décembre, nous allons démarrer les illuminations de Noël, samedi 3 décembre, place Amélie Polonais à l'Octroi, et nous aurons de belles fêtes de Noël organisées en particulier par Joël et Sonia. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, pour votre présence et pour votre participation. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.